Le trouble obsessionnel compulsif, c'est une maladie psychiatrique assez importante puisque ça touche 2 à 3% de la population. En termes de prévalence, on estime que c'est la quatrième maladie en termes d'importance de prévalence. En termes de gravité, c'est aussi dans le rang des 5 premières maladies en termes de répercussions. Et c'est une maladie qui associe deux types de symptômes qui sont d'une part des obsessions, c'est-à-dire des images, des idées contraignantes qui s'imposent au sujet malgré sa volonté et qui sont désagréables, à contenu assez angoissant, et des comportements répétés qui visent, en tout cas en apparence, à neutraliser ces idées angoissantes et qu'on appelle des compulsions, qui sont des rituels que le sujet effectue de façon un peu absurde et de façon répétée. Ces dernières années, chez les patients qui souffrent de troubles obsessionnels compulsifs, on a pu observer de façon assez constante des perturbations d'activité cérébrale en lien avec les symptômes. Disons que on peut dire qu'il y a deux grands systèmes qui émergent dans l'identification des structures qui sont touchées, qui sont d'une part des systèmes plutôt dans le cortex, comme le cortex préfrontal ou orbitofrontal, qui seraient en lien avec l'émergence d'obsessions, de représentations, d'anxiété, et puis le système de structures plus profondes qu'on appelle les ganglions de la base, au cœur du cerveau, et qui semblent liés aussi soit à ces symptômes, soit à d'autres symptômes qui sont liés à l'exécution de rituels et de comportements répétés. Le traitement du TOC est assez bien codifié. La première indication du traitement, ce sont les psychothérapies, notamment les psychothérapies comportementales, qui permettent, dans plus de la moitié des cas, d'obtenir de très bons résultats. Elles consistent à exposer les patients à des symptômes et à prévenir la réponse ritualisée, c'est-à-dire à désensibiliser d'une certaine façon le comportement appris qui est devenu totalement envahissant. Le deuxième type de traitement, c'est les antidépresseurs sérotoninergiques qui aussi entraînent une amélioration des symptômes. Disons combiner ces deux traitements permettent de traiter de façon tout à fait convenable plus de 2 tiers des patients. Le problème se pose pour le tiers restant et pour une petite proportion d'entre eux, moins de 20% probablement, de patients extrêmement résistants. Et c'est d'ailleurs l'objet de nos recherches, notamment à l'ICM, c'est de développer des innovations thérapeutiques pour ces formes résistantes et très sévères de TOC. Donc en résumé, il y a deux approches. Il y a une approche sur le doute qui vise notamment à développer ce qu'on appelle les modèles de métacognition en psychologie expérimentale, et ça c'est sous la responsabilité de Karim Ndiaye, qui est chercheur dans mon équipe. Et puis il y a une autre approche qui est développée par Eric Burger, qui vise à reproduire chez l'animal, chez la souris, des comportements compulsifs, et à étudier comment ces comportements compulsifs peuvent être éteints ou non selon différentes catégories de comportements et de situations expérimentales. Alors effectivement, le doute pathologique est au centre du trouble obsessionnel compulsif comme symptôme caractérisé par le fait que les patients vont avoir des doutes envahissants qui vont concerner par exemple le fait que leur porte n'est pas bien fermée ou qu'ils ne se sont pas bien lavé les mains. Et nous, ce qu'on essaie de comprendre, c'est les mécanismes de ce doute qui est chez des patients obsessionnels compulsifs pathologiques. Le doute existe chez n'importe qui, on peut sortir de chez soi avec le sentiment qu'on n'a peut-être pas bien éteint sa cafetière, on va éventuellement faire demi-tour, vérifier une fois. Chez les patients, cela devient envahissant, ils vont entrer dans ces cycles de vérification avec ce sentiment que peut-être ils n'ont pas bien fait l'action. Et nous, ce qu'on essaie de comprendre, c'est quels sont les circuits qui vont être impliqués dans ce sentiment envahissant et est-ce qu'on peut intervenir dessus. Alors, les mécanismes du doute impliquent des régions qu'on commence à identifier dans le cerveau grâce aux techniques d'imagerie cérébrale, notamment les régions qu'on appelle orbitofrontales, donc les régions qui sont au-dessus des yeux dans le cerveau, qui sont des régions qui sont impliquées dans un certain nombre de mécanismes, mais notamment dans le sentiment de confiance, le sentiment de certitude ou d'incertitude. Et donc, on a des évidences, des données expérimentales qui montrent que lorsqu'on est dans le doute, lorsqu'on évalue son degré de doute, on implique particulièrement ces régions-là, ces régions dites orbitofrontales. Et donc, chez les patients obsessionnels compulsifs, ce qu'on observe, c'est qu'il y a une hyperactivation de ces régions-là, et que ce qu'on a montré dans les articles précédemment, c'est qu'il y avait une évolution de cette activité-là au cours de thérapie, par exemple, lorsque les patients suivent une psychothérapie qui améliore leur état. Et donc, on a des éléments pour penser que les mécanismes du doute
en particulier du doute pathologique chez les patients obsessionnels compulsifs, implique fortement les régions orbitofrontales dans un circuit qu'on peut appeler le circuit du doute, qui est le circuit impliquant les régions orbitofrontales et des régions plus profondes qu'on appelle les ganglions de la base. Grâce aux techniques de neuroimagerie telles que la magnétoencéphalographie ou l'IRM fonctionnel, on peut explorer comment le cerveau réagit lorsque la personne vit ses angoisses, ses obsessions, son doute pathologique, ou lorsqu'il réagit à ce doute, par exemple en faisant ses rituels de vérification, ses rituels de lavage. Et ce qu'on essaie d'explorer, nous, c'est comment des régions qui sont impliquées dans le TOC, en particulier les régions dites du doute, qui sont impliquées dans le doute, vont changer leur activité au cours du temps, au cours d'une thérapie par exemple, ce que j'ai évoqué tout à l'heure. Ou alors, on peut aller essayer d'explorer encore plus en détail comment, à un instant donné, se met en place l'occurrence du doute, comment un symptôme commence à prendre place dans l'esprit d'une personne. Et pour ça, il faut des techniques qui nous permettent de suivre l'activité du cerveau le plus rapidement possible au cours du temps. Et c'est là où la magnétoencéphalographie permet de suivre milliseconde par milliseconde l'évolution de l'activité lorsque une personne est soumise, par exemple, à une tâche où il doit prendre une décision en situation d'incertitude. Donc pour ce qui est des études chez l'homme, la limitation est que l'on connaît les voies qui peuvent être affectées, ou on suspecte les voies qui peuvent être affectées dans ce type de trouble obsessionnel compulsif, mais on ne peut pas les moduler de manière spécifique et ciblée. Pour cela, donc, on utilise des modèles animaux, et nous avons effectivement à notre disposition un modèle de souris qui exprime des troubles compulsifs, c'est-à-dire des troubles en particulier chez cette souris de toilettage. Donc elles font ces actions, ces rituels de toilettage de manière compulsive. Et par contre, chez ces souris, on peut aller faire ces manipulations optogénétiques, à savoir qu'on peut de manière spécifique cibler les voies que l'on avait identifiées chez l'homme entre le cortex et les ganglions de la base. Alors l'optogénétique est une technique assez récente qui consiste à allier, comme son nom l'indique, des propriétés optiques, donc d'illumination des neurones directement, avec des propriétés génétiques, c'est-à-dire que ces neurones ont été en amont modifiés pour être sensibles à la lumière. On peut donc faire ces modulations d'activité et on a observé effectivement chez ces souris qui exprimaient des troubles compulsifs que lorsqu'on modulait ces voies cérébrales, on pouvait baisser significativement le comportement compulsif de ces souris jusqu'à rétablir un comportement normal ou en tout cas identique à ce qu'on observe chez des souris contrôle. Pris ensemble, notre programme de recherche, ce qu'il vise, c'est à développer les traitements de demain, c'est-à-dire une approche personnalisée en fait, des traitements. Personnalisée qui pourrait être sur l'identification de mécanismes propres à tel patient, par exemple, identifier un mécanisme, un dysfonctionnement cérébral très précis sur lequel on voudrait développer des réponses thérapeutiques qui sont extrêmement ciblées pour cette approche-là, pour ce symptôme-là, pour ce patient-là. Donc de façon extrêmement personnalisée, organiser la prise en charge dans le traitement anti-symptômes, mais aussi dans l'accompagnement et dans ces dispositifs de compensation du handicap que nous développons aussi actuellement avec les nouvelles technologies, les objets connectés, la domotique, qui permet d'avoir une approche réellement personnalisée du patient à son domicile avec ses symptômes à lui. En combinant ces trois approches, je pense que ce qu'on vise, c'est évidemment à améliorer le devenir de ces patients qui expérimentent une maladie chronique et extrêmement invalidante et très difficile.